Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 à Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Un dimanche 1er mai, fête du travail, marqué par l'appel à manifester de plusieurs syndicats. Alors, quelle rentrée sociale après la présidentielle en Limousin? On en parle avec nos invités juste après le générique. C'est la première journée d'un quinquennat de lutte, ont annoncé les syndicats qui descendent dans la rue pour ce 1er mai 2022. Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, quel 1er mai se profile en Limousin? On se pose la question ce matin. Comment les syndicats abordent-ils ce second mandat alors que le scrutin des législatives se prépare? Les dossiers sont nombreux sur la table, salaire, réforme des retraites, services publics et bien d'autres. On en parle ce matin avec nos invités. Cécile Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire de la FSU en Haute-Vienne. Vous êtes enseignante en mathématiques en lycée à Limoges. Mathieu Anaclet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CFDT en Haute-Vienne, vous êtes policier. Arnaud Raffier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conducteur de machines à imprimer et secrétaire CGT pour la Haute-Vienne. Et enfin, Laurence Tien, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de FO 87, formatrice pour adultes. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Alors, première et même question à chacun. Comment avez-vous accueilli la victoire d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen dimanche dernier? Arnaud Raffier. C'est compliqué. La seule bonne nouvelle, c'est que le Front National a été battu aux élections présidentielles. Donc ça, on peut s'en féliciter. Pour autant, renouveler un quinquennat derrière celui qui vient de se passer avec Emmanuel Macron, c'est compliqué. On s'attend parce qu'il a annoncé qu'il allait dérouler son programme, donc on s'attend au pire. Et donc on sera prêt à la riposte. Laurence Tien, même question. Alors, nous, à Force Ouvrière, nous sommes très, très attachés à l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Oui, il n'y a pas eu d'appel à voter pour ou contre chez vous. Non, nous restons raccord avec la charte d'Amiens, qui appelle à l'indépendance syndicale, à l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Chacun d'entre nous a ses idées politiques, mais les idées politiques doivent rester à la porte du syndicat. Et nous, notre action à Force Ouvrière est essentiellement axée sur le combat pour les salariés et entre autres actuellement pour l'emploi et le pouvoir d'achat. Et on va en parler évidemment. Cécile Dupuis. Alors à la FSU, nous avions appelé, nous, entre les deux tours, à ne pas donner une seule voix pour le Rassemblement national, qui porte un projet mortifère pour les services publics et pour la société en général. Et je rejoins Arnaud Raffier sur le constat qu'on fait et le bilan qu'on fait, nous, du premier quinquennat Macron. Et nous sommes très, très inquiets pour le deuxième quinquennat. Mathieu Anaclet, c'était un soulagement ou pas? Écoutez, la CFDT, elle est libre et indépendante de tout parti politique. Ça, je tiens à rappeler, à signaler en préliminaire. Effectivement, nous allons voir comment ça va se passer après. Ça vous empêchera pas d'être vigilant, quoi. Absolument, d'être vigilant. C'est pour ça qu'on a plusieurs leviers, notamment sur le pouvoir d'achat, sur le pacte du pouvoir de vivre qu'on a fait. On a des idées. Et puis on attend une grande discussion avec tous les partenaires sociaux au niveau national. Un vrai dialogue social. Un vrai dialogue social qui s'engage et qu'on puisse être tous partie prenante, en fait, sur toutes les thématiques, pouvoir d'achat, chômage, retraite également. Ouais. Donc tous ces éléments-là, ils sont fondamentaux. Donc on veut être partie prenante là-dessus, on a plein d'idées et on attend d'être reçus au ministère. Et on va en parler évidemment. Dernière question à vous deux plutôt, puisque vous aviez appelé à faire barrage. Marine Le Pen qui se présentait comme une candidate plus sociale. C'était un leurre pour vous Complètement, c'est complètement un leurre. On sait très bien la politique. Même si on met entre parenthèses, et encore il ne faut pas le mettre entre parenthèses, le côté raciste, fasciste, xénophobe, on sait très bien que c'est une politique ultralibérale et nocive pour les salariés et les citoyens de ce pays. Et c'était dans le programme. Oui, alors, sous une espèce de discours social. Derrière, il y a la préférence nationale qu'on ne peut pas accepter. Il y a effectivement le racisme, des idées fascistes qu'on ne peut pas accepter. Donc c'est un leurre, effectivement. Alors, nous enregistrons cette émission, je le précise, vendredi. Elle est diffusée dimanche 1er mai, au moment où les cortèges défilent, notamment à Limoges. On va voir des images des précédents 1er mai. Quel est l'enjeu pour vous? Est-ce qu'il faut envoyer un signal? Arnaud Raffier, Cécile Dupuis, vous appelez à un cortège commun en ce dimanche matin. C'est pour envoyer un signal en disant ce sera un quinquennat de lutte, comme je l'expliquais tout à l'heure? Tout à fait. Alors, cortège commun dans l'unité avec FSU, avec l'UNSA et la FSE, les étudiants.
Et oui, c'est la première manif du quinquennat et malheureusement certainement pas la dernière, puisqu'on peut s'attendre au pire, notamment avec la réforme des retraites, notamment une continuité sur la réforme de l'assurance chômage qui est intolérable. Donc on va continuer à occuper le terrain et on sera au plus près des salariés pour porter les revendications pour un changement social nécessaire au bien-être dans ce pays. Laurence Tien, vous ferez un cortège qui sera propre, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, avec un départ de l'Union départementale et avec un arrêt à la plaque commémorative des 100 ans de la création de la CGT. Et pour terminer notre cortège au Jardin d'Orsay, pour saluer le combat des ouvriers porcelainiers en 1905 qui ont défendu leur outil de travail et pour lequel Camille Vardel a donné sa vie. Voilà. Avec une connotation historique en ce qui vous concerne? Oui, parce qu'il faut savoir de où l'on vient pour savoir où l'on va. Mathieu Anaclet, la CFDT n'appelle pas à manifester? Alors, à Paris, ici, effectivement, il y a donc une transition écologique, des sujets en fait abordés à Paris. Donc, il y aura. Mais il y aura un cortège? Je crois pas. Je crois pas. Mais pas ici, en tout cas. Pas ici, pas à Limoges. D'accord. Non, on s'adapte un petit peu à la pratique aussi des militants et des adhérents et à leur demande, effectivement. C'est centralisé sur Paris concernant. Est-ce que c'est dur de mobiliser aussi, de faire descendre dans la rue les militants et les autres d'ailleurs? Écoutez, ça dépend sur quel sujet, ça dépend quand. Là, le 1er mai, ça tombe un dimanche, effectivement, c'est un peu problématique quand même. Mais c'est des réflexions faites sur l'écologie qui sont faites sur Paris, à la demande de Laurent Berger. Et donc, j'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs à regarder ce qui peut se passer à CFDT, notamment sur Paris. Alors, on va rentrer dans le vif des dossiers qui vont compter dans ce quinquennat. On va commencer par la réforme des retraites. Emmanuel Macron prévoit le relèvement progressiste de l'âge de départ légal. Alors, 65, 64, il y a eu un certain nombre d'annonces et de contre-annonces. La fin des régimes spéciaux, la hausse des pensions. Cécile Dupuis, pour vous, le compte n'y est pas? Non, et puis le corps, le Conseil d'orientation des retraites, a sorti une note l'année dernière. Le corps dit que le système actuel des retraites est viable jusqu'en 2070. Donc il n'y a aucune urgence à réformer sur les retraites. C'est une réforme idéologique, comme avait pu l'être la tentative de réforme par points en 2019-2020, qui a été combattue dans la rue et qui a donc le gouvernement à l'époque a pris comme prétexte le Covid pour l'arranger, mais on sait très bien que si on ne s'était pas battu dans la rue, elle aurait eu lieu. 65 ans, pousser l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans, c'est encore une mesure anti-pauvre. On sait que ceux qui ont commencé leur carrière très tôt, 18 ans, même peut-être avant pour certains qui étaient en apprentissage, ils vont avoir une carrière jusqu'à 65 ans. On sait que 25% des pauvres, je dis pauvres sciemment. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà, 25% des pauvres sont déjà décédés à 65 ans. Donc c'est vraiment une réforme, d'abord, qui n'a pas lieu d'être, parce que le corps dit que c'est viable jusqu'à 2070, et c'est une réforme antisociale. Les pensions indexées sur l'inflation, c'est quand même une avancée ou pas pour vous, Arnaud Raffier? Non, pas du tout. Pas du tout, ça ne pourra pas être une avancée. Nous, le seul système de retraite qui puisse être efficace, c'est le système par répartition qu'on connaît déjà, qui doit être amélioré. On a les moyens de l'améliorer. Encore sur l'année 2021, c'est 236 milliards de dividendes qui ont été versés aux milliardaires de ce pays. Donc on a les moyens financiers de pouvoir construire une société différente qui réponde aux besoins et aux enjeux. Je partage complètement ce que vient de dire Cécile, qui répondent aux besoins des citoyens. Et à 60 ans, on n'a plus envie de travailler. Souvent de fois, on n'est plus en état de travailler. La pression est tellement dure au travail aujourd'hui que c'est aberrant de dire qu'on pourrait travailler après 60 ans alors que les jeunes de 20 ans, 25 ans ne peuvent pas trouver de travail. Laurence Tien, la position de Force ouvrière sur ce dossier des retraites? Alors, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je tiens à rajouter qu'aujourd'hui, on sait au regard des chiffres qu'un actif sur 2 de plus de 60 ans n'est pas en emploi. Soit parce qu'il a perdu son emploi et il n'en retrouve pas parce que on le considère plus assez, les employeurs le considèrent pas forcément assez performant, ou parce qu'il est en maladie. Et donc repousser l'âge de départ à la retraite est d'autant plus aberrant qu'on va maintenir dans une précarité des salariés qui y sont déjà, et effectivement amener à des retraites qui seront, on le sait, pas forcément satisfaisantes pour vivre. Empêcher des jeunes de rentrer dans la vie active. Donc pour nous, la solution n'est pas la réforme des retraites. La solution est
un emploi pour tous à un salaire décent. Parce que de là, tout découle le reste. Un salaire décent, ça fait des cotisations en plus, ça fait de la consommation en plus. Et pour nous, la solution à Force ouvrière se trouve là. Mathieu Anaclet, il y a du bon, du moins bon dans cette réforme ? Pour nous, c'est un projet qui est injuste et brutal. Il faut dire les choses clairement. Ça pénalise en fait les carrières les plus hachées, notamment aussi également des femmes qui ont des interruptions de carrière. Ou les horaires décalés. Les horaires décalés, absolument. Les métiers pénibles, parce que c'est surtout la pénibilité qu'il faut prendre en compte. Alors il y a des annonces du gouvernement sur on travaillera sur la pénibilité, on va faire des efforts. Est-ce que c'est là-dessus que vous... On attend de voir, et notamment sur le travail des jeunes également, pour l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Donc voilà, sur cette réforme des retraites, nous on la trouve injuste. C'est pour ça qu'on a des idées sur le pacte de vivre, sur la durée des cotisations, notamment de la retraite, et on attend une sorte de projet avec tous les partenaires sociaux, tous les corps intermédiaires pour pouvoir discuter de cette retraite. Que ça soit vraiment construit ensemble. Et que ça ne soit pas fait par décret. Oui, par 49.3 notamment. Ouais. Passons à la question des salaires. Compte tenu de l'inflation, donc le SMIC est revalorisé à partir de ce 1er mai, justement. Il franchit la barre des 1 300 € net, une hausse qui va bénéficier à un peu plus de 2 millions de salariés en France. Vous dites quoi ? Bien, mais peut mieux faire, Cécile Dupuis ? Alors, la FSU est une fédération de la fonction publique, donc le SMIC en est évidemment concernés. On forme mais des peut-être jeunes moins. Qui vont... Moins. Nous, ce qui nous concerne surtout en termes de revalorisation salariale, c'est le point d'indice. On va en parler après. Voilà, donc, Arnaud Raffier, sur cette question du SMIC. Alors, la revalorisation du SMIC, déjà, elle est calculée sur le niveau de l'inflation. Donc, ce n'est pas une volonté déjà politique de revaloriser le SMIC. Après, ça pose quand même un très gros problème. C'est que revaloriser le SMIC, c'est indispensable, nécessaire, urgent. Mais après, il faut aligner les grilles dans les conventions collectives. Aujourd'hui, avec la revalorisation du SMIC, par exemple, il faut que les entreprises suivent. Dans le commerce, il y a 83 conventions collectives où les minima de branche, ce qu'on appelle les minima conventionnels de branche, seront en dessous du SMIC. Donc c'est complètement, encore une fois, utopiste. Quand on veut augmenter le SMIC, il faut augmenter tous les niveaux. Donc il faut aller plus loin, en fait, c'est ça. Bien sûr qu'il faut aller plus loin. Et de toute façon, l'augmentation des salaires, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner notre société. La retraite, le chômage, la santé, etc. etc. Donc c'est important de revaloriser tous les salaires. Avec, pour la CGT, le SMIC, il devrait être au minimum à 2 000 € brut. Laurence, tiens, de votre côté, ça va loin, mais pas assez loin, en tout cas ? Au regard, les personnes qui nous regardent payent leurs factures de chauffage, leur plein d'essence, leur caddie. 40 €, bien évidemment, c'est bien en deçà de ce qu'il faudrait à quelqu'un qui touche le SMIC pour vivre décemment, parce qu'une fois le loyer déduit, les charges incompressibles déduites, le reste à vivre est forcément insuffisant. Donc oui, effectivement, un SMIC à 1 300 €, il n'y a franchement pas de quoi se réjouir. Mathieu Anaclet, pour vous, il faut associer les entreprises aussi à ces négociations-là, oui, sinon absolument. on ne pourra pas faire sans eux. Absolument, on sera obligé effectivement d'associer les entreprises. Concernant le SMIC, il y a une hausse effectivement, mais est-ce que par rapport au coût de l'inflation, elle a été suffisante ? Moi, je ne crois pas. On a comme dit ma collègue de FO, on a quand même des dépenses incompressibles, notamment au niveau les plus bas, notamment les loyers, notamment l'énergie, parce que l'inflation est calculée aussi de façon mathématique sur le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie a explosé. Est-ce que la hausse du SMIC a suffi à limiter cette hausse ? Je ne suis pas persuadé. Donc il faudrait effectivement... Nous, on propose par exemple des chèques énergie pour les catégories les plus pauvres. Voilà. Donc on essaye on est un laboratoire d'idées à la CFDT, on travaille tous les uns avec les autres et on essaye de proposer des choses au gouvernement. Maintenant, à lui d'ouvrir le débat, à lui de faire une sorte de grand forum avec toutes les organisations syndicales, et puis on est force de proposition. Donc il faut qu'on soit entendu. Oui, entendu, voilà. Pas juste... Il faut être écouté même, plus qu'être entendu. Absolument. Alors sur la question des services publics, on en parlait tout à l'heure, c'est une question qui est très importante ici, notamment en Limousin, la présence des services publics. Vous parliez de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Il était gelé donc depuis 2017, mais ça a évolué pendant la campagne. Cécile Dupuis, vous y croyez, vous, à cette revalorisation Non.
Que ne l'ont-ils pas fait depuis 5 ans? Voilà, c'est le premier mandat présidentiel durant lequel aucune revalorisation du point d'indice n'a vu le jour. Donc évidemment, on ne fait pas confiance au nouveau gouvernement macroniste pour le faire. C'est essentiel dans la fonction publique, cette histoire de revalorisation du point d'indice. La fonction publique n'attire plus. La fonction publique a du mal à recruter dans l'éducation, dans l'hospitalier. Et cette question de revaloriser les salaires, c'est pour rendre attractif la fonction publique. La fonction publique, c'est, moi j'ai tendance à dire, je dis souvent que c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et la fonction publique a vocation à être partout, sur tout le territoire, auprès de tous les usagers et usagères. Or, le premier quinquennat Macron a vu la destruction de ça. La loi de transformation de la fonction publique qui a été votée dans plein cœur de l'été 2019 a instauré le recours au contrat dans les services publics. En 5 ans, 15% de contractuels dans les services publics. Et ça détruit la fonction publique dans le sens où ça détruit la présence des services publics partout. On parle déjà de déserts médicaux, notre région est très concernée par ça. On va bientôt parler de désert des services publics. C'est-à-dire qu'à faire ça, à détruire comme ça les services publics, à détruire le dialogue social dans la fonction publique, parce que la loi de 2019 a créé ça aussi, hein, il n'y a plus d'instance de dialogue dans la fonction publique actuellement. Laurence, pardon. Et donc, pour revenir sur la revalorisation, c'est essentiel cette revalorisation du point d'indice. Il faut augmenter les salaires dans la fonction publique pour la rendre attractive et pour que les services publics soient présents partout. Est-ce que c'est un enjeu de ce quinquennat aussi pour vous, Laurence? Tiens, cette question. Alors, quand vous parlez de fonction publique, moi, je suis salariée du privé, mais moi, en tant que citoyenne, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est la santé, les hôpitaux. Ouais. On n'en est pas complètement sorti de la pandémie. Je pense à l'enseignement. Pour ceux qui ont des enfants, ça leur parle aussi. Je pense aux services de l'État comme les finances publiques. Aujourd'hui, nos services publics sont malmenés. Alors, on entend la création d'une maison des services publics. Quand on parle avec les fonctionnaires qui doivent aller rendre, entre guillemets, des permanences dans ces fameuses maisons des services publics, l'État n'est pas au rendez-vous de ce qu'il doit aux citoyens de ce pays. Dans des zones rurales, les services publics, c'est vital. Quand on est sur une ville comme Limoges, c'est plus facilité. Mais dès qu'on sort d'une grande ville, c'est vraiment une grosse problématique. Et quand on discute avec nos syndiqués forces ouvrières de la fonction publique, notamment les catégories C, pendant très longtemps, être fonctionnaire, c'était... Les plus petits salaires, hein, oui. Voilà, oui, pardon, ouais. Excusez-moi, les plus petits salaires de la fonction publique. Être fonctionnaire, c'était vraiment un avantage. Aujourd'hui, quand on discute avec les personnes de la fonction publique qui sont sur les petits salaires, ils sont dans la même situation qu'un smicard qui ne boucle pas ses fins de mois. Et ça, c'est proprement scandaleux que dans un pays comme le nôtre, quelqu'un qui travaille ne puisse pas vivre correctement de son travail. Mathieu Anaclet, vous êtes fonctionnaire de police. Oui, absolument. C'est une question urgente. Fondamentale, urgente, effectivement. La collègue parlait des cadres C de la fonction publique. Effectivement, par rapport à une hausse du SMIC, est-ce que la revalorisation du point d'indice sur les catégories C sera suffisante? Là non plus, je ne suis pas persuadé que ce soit suffisant, en tout cas. Il faut qu'il y ait un nivellement, en fait, qui se fasse à ce niveau-là. Vous êtes inquiet? Écoutez... Quand on voit des catégories C qui ont du mal à finir le mois, même le 15 du mois, hausse de l'énergie, hausse des loyers, hausse des crédits, etc., c'est difficile. C'est pour ça que nous, la CFDT, on a quand même des propositions sur le pouvoir de vivre et sur les retraites, sur un tas d'idées qu'on est prêt à mettre en œuvre à la demande du gouvernement, bien entendu, et puis du président de la République. Arnaud Raffier, le gouvernement fait valoir les bons chiffres du chômage qui viennent de sortir, une baisse de 5% au premier trimestre. Pour vous, c'est un arbre qui cache la forêt? C'est un pis-aller, oui, c'est un arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, ils arrivent à faire baisser les chiffres du chômage en créant de la précarité et l'emploi précaire. C'est-à-dire du travail partiel, en fait? Du travail partiel, du travail temporaire, et très mal rémunéré. Donc oui, on sort peut-être des chiffres du chômage, mais on reste dans la précarité. Sans compter qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas du tout comptabilisés et qui n'ont pas d'emploi. Donc pour être clair, nous, la CGT, pour nous, c'est insuffisant et ça ne veut rien dire, ces chiffres. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est que depuis 2019, enfin depuis toujours, mais au moins fin 2019-2020, la CGT en a porté des projets pour tous les services publics, pour l'industrie, pour la renationalisation. On a apporté des projets au gouvernement. Il a toujours rigolé, donc je veux dire, aujourd'hui, elle discute avec le gouvernement, c'est certainement intéressant.
qui prennent en compte ce que veulent. Alors, je ne nous classerai pas dans les partenaires sociaux parce que je ne suis pas partenaire de ce gouvernement-là. En tous les cas, la CGT, on n'est pas partenaire de ce gouvernement-là. Bon, après, il faut bien dialoguer avec lui aussi. On a essayé. On a essayé dans le quinquennat. On y a été plusieurs fois. Il en a rien à foutre. Il nous reçoit pour dire je les ai reçus et il fait ce qu'il veut derrière. Donc voilà, on continuera à se battre pour imposer parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas il ne pourra pas aborder son mandat en disant « j'ai été élu démocratiquement ». Il a été élu démocratiquement, certes, dans les conditions qu'on connaît, et il sera obligé socialement de regarder ce qui se passe dans son pays, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Alors on a parlé de troisième tour social. Troisième tour, il y a un certain nombre de forces de gauche qui appellent à descendre dans la rue en ce 1er mai aussi, hein, et qui préparent les législatives, qui essayent de faire l'union. Est-ce que vous pensez qu'un Premier ministre pourrait changer les choses, Cécile Dupuy, en fonction d'où il vient, quoi? Alors, évidemment, si c'est pour appliquer le programme présidentiel de M. Macron, non, c'est clair. La FSU porte un projet de société de justice sociale et de progrès social, ça n'est pas le cas du projet de M. Macron. Donc oui, après, effectivement, les législatives arrivent. Jean-Luc Mélenchon essaie de construire une dynamique à gauche. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Le programme de Jean-Luc Mélenchon est un programme, effectivement, qui est plus proche de celui du projet que porte la FSU. Après, voilà, il faut effectivement voir ce que donnera la campagne des législatives. En tout cas, côté syndicat, il est clair qu'on sera combatif dès le dimanche 1er mai, dès aujourd'hui, et dans l'union la plus large, oui. On a dit que le dialogue social était en panne sous ce quinquennat, Laurence Stien. Vous aussi, vous appelez à arrêter ce mépris de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les syndicats, les tissus associatifs, même le Parlement, parfois. Vous l'appelez de vos voeux? Oui, alors je vais juste... j'aurais dû intervenir quand on a parlé de Pôle emploi, parce que sur les chiffres du chômage, effectivement, on nous sort des arguments, alors que ce soit pour la réforme des retraites, on n'a pas d'autre choix, que ce soit pour le chômage, le chiffre du chômage baisse. Les chiffres du chômage, les chiffres de baisse du chômage, à Pôle emploi, il faut regarder toutes les catégories. On nous présente toujours que la catégorie A des demandeurs d'emploi. Où il n'y a pas du tout d'activité. Voilà, mais on oublie de parler des personnes qu'on envoie en formation, qu'on oblige parfois à aller en formation et qui du coup basculent de la catégorie A à la catégorie C, me semble-t-il. Et qui sortent donc de... Et du coup qui ne sont pas comptabilisés. Donc les chiffres du chômage, pour nous, Force ouvrière, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et effectivement, Arnaud parlait on parlait de négociations, de faire des propositions. Je pense que ce qui est important dans les années à venir, c'est que ce soit des vraies négociations, parce que le dialogue social aujourd'hui n'existe pas. Alors, on peut faire des annonces, comme quoi on reçoit les partenaires sociaux, entre guillemets, partenaires, mais il faut que ce soit un véritable échange et que les organisations syndicales puissent porter leurs revendications et que leurs revendications soient entendues et qu'on ne soit pas forcément méprisé. Et effectivement, dans le dialogue social, moi, il y a quelque chose sur lequel je veux insister. On est dans une société où il n'y a pas de partage des richesses. Or, les richesses sont produites par les salariés. Et nous, c'est ce qu'on réclame à Force ouvrière, c'est qu'il y ait un partage des richesses. Il nous reste peu de temps dans l'émission. Mathieu Anaclet, je me tourne vers vous parce qu'il y a un certain nombre de spéculations sur le futur Premier ministre actuellement. Et il y a des noms qui sont sortis comme Laurent Berger, Nicole Notat, qui sont issus de la CFDT. Vous avez des infos là-dessus ou pas? Écoutez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je n'ai pas d'infos particulières là-dessus. On espère en tout cas que ce sera quelqu'un qui sera ouvert au dialogue social, ouvert à la négociation, ouvert à la concertation avec les partenaires syndicaux et qu'on puisse avancer dans l'intérêt de tous. Dernier mot, Arnaud Raffi, je me tourne vers vous. On sait que ce n'est pas évident de syndiquer, de trouver des adhérents en ce moment. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux gens qui nous regardent et qui se disent, bon, les syndicats, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va m'aider? Les syndicats servent à quelque chose de manière générale, et pas que la CGT, tous les syndicats, même si je vais parler que pour la CGT, forcément qu'ils servent à quelque chose, ils servent à rassembler les salariés pour porter des projets. Donc ça déjà c'est important, et j'ai envie de dire à tous les salariés aujourd'hui, prenez votre destin en main, venez vous syndiquer, venez avec les organisations syndicales, allons porter des projets dignes de ce nom qui peuvent changer notre avenir de demain. Imposons, parce que nous aussi à la CGT on n'est pas lié à tel ou tel parti politique, imposons nos projets, imposons aux partis politiques de prendre nos projets, de prendre nos revendications et de les mettre en application, et plus on sera nombreux à les porter ça, je pense qu'on avancera beaucoup plus vite.
Cécile Dupuy, est-ce que vous êtes optimiste, vous, pour les 5 ans qui viennent? De toute façon, le combat, il se fera. Alors, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On sera combatif, qu'on ait un gouvernement Macron en face de nous ou un autre. On a des projets, comme l'ont dit mes camarades sur ce plateau. On a un projet fort, on le portera fortement. Les syndicats, à quoi ça sert? Eh bien, le SNES-FSU, syndicat d'enseignants du second degré, vient d'obtenir du ministère, par exemple, une décharge pour pouvoir corriger le bac. On n'avait pas 2 jours pour corriger le bac qui a lieu mi-mai. Donc voilà, ça sert à ça, le syndicat, à défendre évidemment les personnels, à défendre les usagers en ce qui concerne les services publics. Voilà, et sans les syndiqués, effectivement, le syndicat ne peut pas grand-chose. Laurence Tien, un dernier mot? Oui, c'est vrai que le syndicalisme aujourd'hui, les personnes viennent à nous quand elles ont des problèmes dans leur travail, ce qui est un peu dommage. Parce qu'il faut que le syndicalisme soit aussi une lutte de conquête. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans le travail, tout ce qui a été une conquête sociale, l'a été par le combat et par la revendication. Donc moi, j'appelle les jeunes générations à renouer avec le syndicalisme parce que c'est leur investissement qui fera la France de demain. Mathieu Anaclet, d'un mot, parce qu'il nous reste 1 minute, vous êtes d'accord avec cet appel-là? Prenez votre destin en main en tant que salarié? Mais écoutez, il ne peut pas y avoir démocratie s'il n'y a pas de démocratie sociale. Donc par conséquent, le dialogue des syndicats est fondamental. Les partenaires sociaux, on sert à ça, on sert à œuvrer pour le bien-être de tous. Nous, sur le pacte du pouvoir on a 90 propositions sur le pacte du pouvoir de vivre, sur le logement, la consommation, l'immigration, l'inégalité, les services publics, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'énergie, la mobilité, excusez-moi d'en faire le détail, l'agriculture, l'alimentation, le financement, soins et solidarité. C'est sur Internet, tout le monde peut regarder le pacte du pouvoir de vivre CFDT, et on a les solutions quand même aux problèmes qu'il y a en ce moment. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site Internet. Tout de suite, c'est le Flash Info en Limousin avec Emmanuel Brault. Dimanche en politique continue ensuite avec Francis Letellier. La semaine prochaine, une émission spéciale Grande Région qui sera consacrée au défi du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche sur France 3.